La Russie possède la deuxième plus grande armée du monde. Plus de chars que la plupart des pays du monde. Plus de soldats, plus de canons, plus de tout. Et elle est en train d'être vaincue par une route. Oui, c'est bien ce que tu as entendu. Et cela se produit pour une raison impressionnante. Non, ce n'est pas par manque d'armes. Des armes, la Russie en a à revendre. Cela se produit parce que l'Ukraine a cessé d'essayer d'affronter de front cette armée géante et a commencé à faire quelque chose de beaucoup plus simple. Ils ont commencé à couper l'approvisionnement en nourriture, en carburant et en munitions avant qu'ils n'atteignent cette armée. Après tout, une armée géante affamée n'est qu'un tas de ferraille immobile, non ? Et le plus troublant, ce n'est même pas que ça fonctionne. C'est que l'Ukraine a déjà fait exactement cela une fois pendant cette guerre, dans une ville appelée Kherson. Et, la dernière fois, cela s'est terminé avec l'armée russe en retraite. Et, après avoir appris cela, il est inévitable de se poser une question. Comment la deuxième plus grande armée du monde perd-elle du terrain à cause d'une seule route ? Ou pire encore, pourquoi, avec toute cette puissance, la Russie n'arrive-t-elle tout simplement pas à défendre cette route ? C'est ce que je vais te montrer maintenant. Pour comprendre pourquoi une route peut faire tomber un géant, il faut d'abord comprendre une règle de la guerre que presque personne ne voit. Je vais bientôt parler de la route, je te le promets. Mais ça n'a de sens qu'après ça. Il existe une vieille expression parmi les militaires. Les amateurs parlent de stratégie. Les professionnels parlent de logistique. Cela semble ennuyeux, mais c'est le plus important en guerre. Parce qu'une armée, ce n'est pas seulement des chars et des soldats. C'est une énorme bouche. Qui a besoin de manger tout le temps ? Du carburant pour que les véhicules avancent. Des munitions pour que les canons tirent. De la nourriture pour les soldats. Des pièces pour réparer ce qui est cassé. Des équipes médicales pour secourir les blessés. Tout cela doit arriver au front, chaque jour, sans interruption. Et tout cela voyage par les routes, par les voies ferrées, par les ponts. Pense comme ça. Le soldat, en première ligne, est le bout d'une longue corde. Cette corde s'étend loin derrière, sur des dizaines, des centaines de kilomètres, jusqu'au dépôt où se trouve tout ce dont il a besoin. Coupe la corde et le bout meurt tout seul. Peu importe la force du soldat au bout. Sans la corde, il n'a pas de munitions pour tirer. Il manque de carburant pour fuir et de nourriture pour tenir. Vous pouvez avoir le meilleur soldat du monde. Si sa nourriture n'arrive pas, il perdra face à un soldat moins bon qui est bien approvisionné. Et l'histoire est pleine de géants qui l'ont découvert de la manière la plus douloureuse. Napoléon a marché en Russie avec l'une des plus grandes armées que l'Europe ait jamais vues. Des centaines de milliers d'hommes, sur le papier, imbattables. Mais plus il s'enfonçait en territoire russe, plus cette ligne d'approvisionnement devenait longue et mince, jusqu'à ce qu'elle devienne trop tendue et se rompe. La nourriture s'est épuisée. Les munitions n'arrivaient pas assez vite. Les chevaux mouraient de faim. Et puis l'hiver est arrivé. Cette armée gigantesque, qui était entrée en Russie pour une victoire rapide, a fondu dans la neige. La plupart des hommes ne sont pas morts au combat, mais de faim et de froid. Plus de 100 ans plus tard, les Allemands ont tenté exactement la même chose dans cette même Russie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont tout misé sur la vitesse, sur le fait de gagner avant que le ravitaillement ne devienne un problème. Et plus ils avançaient, plus il devenait difficile de maintenir les lignes de ravitaillement. L'armée la plus redoutée du monde fut encerclée et vaincue à Stalingrad, principalement à cause de l'arrêt du ravitaillement. 2 géants. Même erreur, même fin. Et regarde, pas besoin de remonter si loin dans l'histoire, parce que cela s'est déjà produit pendant cette guerre. Il y a 3 ans, Kherson était la seule capitale régionale que la Russie avait réussi à conquérir depuis le début de l'invasion. Le grand trophée. La preuve que la guerre se passait bien pour eux. Et l'Ukraine n'a pas essayé de reprendre la ville lors d'un assaut sanglant, soldat contre soldat. Elle a fait autre chose. Elle a dû passer des mois à détruire les ponts sur le fleuve qui approvisionnait la ville, à frapper les dépôts de munitions, en coupant une ligne de ravitaillement après l'autre. Peu à peu,
il est devenu impossible de ravitailler les troupes russes à l'intérieur de Kherson, jusqu'à ce que le général russe lui-même, qui dirigeait la guerre, apparaisse à la télévision d'État. Et il a admis, devant tout le pays, que garder la ville était devenu, selon ses propres mots, inutile. Il a fait le choix le plus évident. Il a ordonné le retrait des troupes. La Russie s'est retirée de l'autre côté du fleuve et a abandonné son plus grand trophée sans livrer de grande bataille finale. Ce n'est pas la force qui l'a expulsé de Kherson, c'est la faim. Souviens-toi de ce nom, Kherson, parce qu'on y reviendra à la fin. Et si tu trouves ça intéressant, fais une chose simple qui aide énormément cette chaîne à grandir. Abonne-toi ici, parce que des histoires comme celle-ci, des coulisses de la guerre, on en apporte tous les jours. Comme tu le vois, la logistique est le point faible. C'était vrai pour Napoléon, les Allemands et Kherson. Mais, en parlant de la guerre en Ukraine, où exactement ce point faible est-il exposé aujourd'hui? Pour répondre à cela, tu dois regarder la carte de la bonne manière. Regarde, la Russie occupe une énorme partie du sud de l'Ukraine. Sur la carte, tout est en rouge. Ça paraît solide, ça paraît fort, ça ressemble à un mur. Mais il y a un détail que la couleur sur la carte ne montre pas. Tout ce vaste territoire est alimenté par très peu de routes. C'est comme un immense manoir relié au réseau électrique par un seul fil fin. La maison est immense, mais elle dépend de ce petit fil. Et le nœud central de tout cela est une ville appelée Mariupol. De là partent les routes qui approvisionnent une grande partie des troupes russes dans le sud, et qui vont jusqu'à la Crimée, la péninsule que la Russie a prise en 2014 et qu'elle considère comme son joyau le plus précieux. L'artère principale de ce réseau a même un nom. C'est une autoroute appelée R280. Les Russes eux-mêmes l'ont surnommée Novorossiysk. C'est le dernier tronçon du corridor qui relie la Russie à la Crimée par voie terrestre, en passant par des villes occupées sur le trajet. Par là transitant le carburant, les munitions, l'équipement, tout. Et voici le danger de tout mettre sur une seule route. C'est efficace? Oui, ça marche très bien. Jusqu'au jour où quelqu'un parvient à la viser. Parce que là, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas d'autre route de rechange. C'est celle-là ou rien. La même chose qui rendait le système efficace, c'est ce qui le rend fragile. Et c'est là que se pose la question évidente. Si ce point faible a toujours été là, immobile sur la carte, pourquoi l'Ukraine ne l'a-t-elle pas attaqué plus tôt? La réponse, c'est que, pendant des années, elle n'a tout simplement pas réussi à y accéder. Ces routes sont tout simplement trop éloignées de la ligne de front. L'Ukraine arrivait parfois à tirer quelques coups de temps en temps, mais rien qui puisse vraiment perturber ce dispositif. Rien de constant. C'était trop loin, trop sûr. Les convois russes passaient presque tranquillement par là, jour après jour, année après année. Mais cela a changé. Et cela a changé à cause d'une technologie. L'Ukraine a développé une nouvelle génération de drones d'attaque à longue portée. Très loin, entre 100 et 300 km, selon le modèle. Et le plus effrayant, ce n'est même pas la distance. C'est que certains de ces drones ont leur propre cerveau. L'un d'eux, un modèle de fabrication américaine appelé Hornet, vole très bas, près du sol, là où il est difficile à détecter. Et il utilise une sorte de vision par ordinateur pour reconnaître tout seul un véhicule militaire russe au milieu du paysage. Il identifie la cible, la verrouille et plonge dessus. Il n'a pas besoin d'une personne pour le piloter tout le temps, pour le guider à chaque mètre. Et il transporte une petite charge, de quelques kilos, mais suffisante pour détruire un camion. Soudainement, cette autoroute R280, qui se trouvait à une centaine de kilomètres du front et semblait si sûre, n'était plus qu'à 1 heure de vol pour ces drones. Ce qui était trop loin est devenu une cible facile. Et ce n'est pas un seul drone. Il y en a tellement qui survolent le corridor maintenant que les opérateurs peuvent car se coordonner, choisir les cibles les plus importantes et attaquer ensemble. À la fin du mois de mai, le ministre de la Défense de l'Ukraine a officiellement annoncé un programme. Et son nom en dit déjà long. Blocus logistique. L'idée est simple et brutale. Étouffer de façon systématique la capacité russe à se déplacer au fond du territoire occupé, bien loin du front, là où les Russes
se croyaient en sécurité. Et pour cela, ils ont investi un budget énorme dans l'achat de ces drones longue portée. 5 milliards de hryvnia. Environ 113 millions de dollars, rien que pour la première phase. Mais le détail qui impressionne vraiment, ce n'est pas l'argent, c'est la façon dont ils ont décidé de répartir cet argent. Ils ont mis en place un système de points. Ça fonctionne presque comme un tableau de score. Les brigades qui détruisent le plus la logistique ennemie, qui montrent les meilleurs résultats pour couper les lignes de l'armée russe, sont celles qui reçoivent les meilleures armes pour continuer. C'est littéralement une entreprise qui récompense les employés qui atteignent leurs objectifs. Celui qui détruit le plus reçoit plus d'outils pour détruire encore plus. Pense à ce que cela signifie, ce qui auparavant était de l'improvisation. L'initiative d'un soldat créatif ici et d'un autre là-bas. C'est devenu une industrie, avec un budget, avec un objectif, avec une compétition entre les équipes, avec des primes à la performance. L'Ukraine n'attaque pas seulement la logistique russe, elle a industrialisé l'acte d'attaquer la logistique russe. Et le résultat de cela, tu peux le voir là-bas, sur les routes. Les chiffres sont trop bons pour être ignorés. Les routes qui sortent de Mariupol sont devenues un cimetière de véhicules. Il existe des images diffusées sur internet montrant les deux côtés de la route couverts de camions brûlés, des carcasses de blindés encore fumantes, châssis tordus. Pour vous donner une idée, en une seule journée, à la fin du mois de mai, le décompte officiel de l'armée ukrainienne a enregistré près de 500 véhicules de transport russes détruits pendant toute la guerre ce jour-là. Des camions de munitions, camions-citernes de carburant, transport lourd, près de 500 en 24 heures. Savez-vous ce qui est pire pour la Russie ? Ce rythme est insoutenable. Selon le décompte ukrainien, la Russie a perdu près de 7000 camions rien qu'au mois de mai. C'est plus de 5 fois la moyenne des pertes qu'elle avait au début de la guerre. Et pour remplacer, qu'est-ce qu'il reste ? La Russie a des dizaines de milliers de vieux camions entreposés dans des dépôts, des restes de la guerre froide. Ça paraît beaucoup, mais au rythme actuel, ça ne suffit que pour une centaine de jours. Et la plupart de ces véhicules sont à l'arrêt depuis des décennies, rouillent, sans entretien. C'est pratiquement de la ferraille, qui ne démarrera peut-être même pas. Chaque camion qui devient une carcasse sur la route est un camion qui ne revient pas. Et cela a eu un effet encore plus révélateur. La pression sur les routes du Sud est devenue si forte que la Russie elle-même a été obligée de restreindre la circulation des équipements lourds sur sa route la plus importante, la fameuse R280. Et lorsque les Russes essaient de s'échapper par les petits chemins de terre, par des détours au milieu de nulle part, les drones les trouvent là aussi. Selon les brigades ukrainiennes elles-mêmes qui opèrent dans la région, ils n'ont plus nulle part où fuir. Maintenant, je sais ce que tu peux être en train de penser. L'Ukraine affirme-t-elle elle-même qu'elle est en train de gagner ? Et c'est normal de s'en méfier. Mais ce n'est pas seulement l'Ukraine qui le dit. L'Institut pour l'étude de la guerre, connu pour être l'une des sources les plus sérieuses et neutres sur ce conflit, est arrivé à la même conclusion. Ils ont rapporté que cette campagne contre la logistique est en effet en train de miner la capacité de la Russie à se battre dans le sud, en plus d'ouvrir la voie à l'Ukraine pour avancer à certains endroits. Et il y a un autre détail révélateur. Les blogueurs militaires russes eux-mêmes, des gens qui soutiennent la guerre et suivent tout de l'intérieur, ont commencé à comparer ce qui se passe actuellement avec ce qui s'est passé à Kherson. Quand les deux camps et les observateurs extérieurs disent la même chose, l'histoire cesse d'être de la propagande et devient un fait. Et cela nous amène à la question la plus gênante de toutes. Voyez-vous, la Russie est gigantesque. Elle possède la deuxième plus grande armée de la planète. Elle a de l'argent, de l'industrie, des ingénieurs. Alors, pourquoi ne défend-elle tout simplement pas ses routes ? C'est la partie la plus révélatrice de toute l'histoire. Parce que la réponse est simple et brutale. Elle ne le peut pas. Il existe une défense contre les drones. Ça s'appelle un filet anti-drone. Ce sont des filets suspendus au-dessus de la route, qui font exploser le drone en les percutant avant qu'il n'atteigne le véhicule en dessous.
ça marche. Ça devient une sorte de tunnel à ciel ouvert, au-dessus de la route. Mais il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que le filet ne couvre que de courts tronçons, les points les plus exposés. Entretenir des kilomètres et des kilomètres de filet est un travail gigantesque. Et la R280 compte des centaines de kilomètres. Le deuxième problème, c'est que le filet n'est pas à l'épreuve des défaillances. Même là où elle existe, les pilotes de drones trouvent des failles, des trous, des points découverts. Autrement dit, il est impossible de blinder tout un couloir avec un filet. La défense en place n'est pas à la hauteur du problème auquel la Russie est confrontée. Et les Russes eux-mêmes le savent. L'administration d'occupation de la ville de Berdiansk est même allée jusqu'à publier un avertissement aux conducteurs, disant très clairement qu'il sera nécessaire d'installer des filets anti-drones sur les routes, d'organiser des arrêts nocturnes sécurisés et de positionner des équipes de secours le long des itinéraires. Fais attention au temps du verbe, il va falloir, au futur. Ils annoncent une solution qu'ils n'ont pas encore réussi à appliquer. C'est la Russie elle-même qui admet, en public, que la route est exposée et qu'ils n'ont pas encore réussi à la protéger. Que reste-t-il aux géants à faire? Presque rien. Et c'est là que l'histoire devient très sombre pour les Russes. Comme il est impossible de blinder la route, la Russie a fait la seule chose qu'elle pouvait. Elle a restreint la circulation sur cette route. Le gouvernement d'occupation a publié un décret limitant, qui peut utiliser l'autoroute vers la Crimée à cause du danger des drones et des mines qu'ils larguent sur la chaussée. La circulation a été totalement fermée sur certains tronçons du corridor. Les conducteurs civils sont refoulés, renvoyés, poussés vers des itinéraires alternatifs qui sont déjà encombrés. Pense à ce que cela signifie. L'artère principale qui relie la Russie à la Crimée est devenue trop dangereuse pour être utilisée normalement. Et les convois militaires qui insistent encore à passer, ce sont justement ces milliers de camions qui deviennent des carcasses. La Russie a tout essayé. Elle n'a tout simplement aucune solution. Malgré la 2e plus grande armée du monde, elle ne peut sécuriser la route dont elle dépend. Maintenant, il faut être honnête. Rien de tout cela ne signifie que la Russie va s'effondrer demain. Elle est grande, elle est résistante, et elle s'est déjà adaptée aux tactiques ukrainiennes à plusieurs reprises au cours de cette guerre. Elle peut s'adapter à nouveau. Personne de l'extérieur ne sait exactement à quel point cette campagne fait souffrir à l'intérieur des régiments russes. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que ce n'est pas peu. Et que pour l'instant, la tendance ne va que dans un seul sens. La 2e plus grande armée du monde ne perd pas du terrain parce qu'elle manque de chars. Elle a des chars en abondance. Elle est en train de perdre parce que l'autre camp a compris quelque chose que la taille seule ne résout pas. Ça ne sert à rien d'être le plus grand si l'ennemi découvre par où tu es approvisionné et coupe exactement à cet endroit. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Kherson en 2022. La même recette. Couper les cordes, une par une, avec patience, et laisser la faim faire le travail que la bataille frontale n'aurait pas accompli. Et cela s'est terminé par l'abandon de la ville par la Russie, sans grande bataille, seulement par la faim. Maintenant, la même recette est appliquée à une route plus importante, qui alimente un territoire beaucoup plus vaste. Au final, la taille de l'armée a cessé d'être la chose la plus importante dans une guerre. Ce qui décide maintenant, c'est qui parvient à couper l'approvisionnement de l'autre en premier. Et c'est une guerre qui se déroule à 200 km de l'endroit où les coups de feu sont tirés. Sur une route déserte, dans un camion-citerne isolé, dans un drone qui vole bas, en silence, cherchant sa prochaine cible. Cela va encore beaucoup s'intensifier dans les prochains mois, et nous allons continuer à suivre chaque étape de cette histoire de très près. Alors, profite pour t'abonner à la chaîne, pour ne rien rater de ce qui arrive. Avant de partir, j'ai une question. Penses-tu que cette route va devenir un nouveau Kherson? Ou bien, cette fois, la Russie arrivera-t-elle à s'adapter et à tenir? Laisse ta réponse dans les commentaires. À la prochaine vidéo.